Avec ce panel, alors, qui est constitué de 4 personnes. Je vais d'abord commencer par ma voisine immédiate. Elle s'appelle professeur Magda Fusaro. Magda a été, jusqu'à une époque très récente, la rectrice de l'Université du Québec à Montréal. Donc, elle va nous apporter la perspective nord-américaine et francophone nord-américaine. Et pendant sa mandature que j'ai suivie avec beaucoup d'attention, elle a initié des réformes extrêmement importantes dans un contexte aussi difficile. Parce que les universités francophones font en général face à des défis assez particuliers. Et elle va certainement apporter une perspective fort intéressante. Son suivant immédiat, c'est le professeur Ange-Antoine Abena. Le professeur Abena a été ministre de l'enseignement supérieur au Congo-Brazzaville. Et actuellement, il est recteur de l'université de Sassou Nguesso à Brazzaville. Alors, son université est toute récente et un bon visionnaire, professeur Abena est en train d'initier au niveau de son université des réformes extrêmement importantes et qui génèrent des leçons qui pourraient nous inspirer, nous tous. Il amène ses étudiants à être plus responsables et je voudrais vraiment l'inviter à amener sur la table toutes ces réformes qu'il est en train d'initier au niveau de son université, y compris dans le management des effectifs, la gestion de la propriété, le paiement partiel effectué par les étudiants, dans un contexte toujours francophone. Alors, encore une fois, j'ai visité son université, j'ai échangé avec les acteurs et je peux témoigner de la qualité des réformes et de l'audace des réformes qu'il est en train d'initier au niveau de son université. Alors, le dernier, mais pas le moins important, c'est le professeur Roger Safak Nafoso. Roger Safak Nafoso est le recteur de l'université de Chang, dans l'ouest du Cameroun, un pays Bamileke. Alors, c'est un économiste. Dans la sous-région, ce n'est pas très fréquent de voir des économistes présidents d'université, c'est très récent et encore marginal. Et je crois que lui aussi, il est en train d'amener un peu la perspective économique dans le management des universités et du CAMES, parce qu'il nous aide aussi à revoir nos systèmes d'évaluation sous le prisme de l'analyse coût-efficacité qui caractérise souvent la démarche des économistes. Donc je crois que ça va être un prolongement de la discussion fort intéressante que le professeur Harry Gamble vient d'initier. Voilà, donc je vais, sur ces mots, donner la parole à tout seigneur, tout honneur, au président de séance, le professeur Ange-Antoine Abena, qui va modérer cette table ronde. Professeur, vous avez la parole, monsieur le recteur. Monsieur le recteur, à vous, aux autorités, à vos collaborateurs, grand merci. Alors, puisque le temps doit être respecté, nous avons donc ce thème consacré à l'université africaine face au défi de l'emploi des jeunes, entre l'enjeu des compétences et la réalité du marché de l'emploi. Mesdames et messieurs, hier nous avons suivi le Premier ministre qui, dans son discours d'ouverture, nous a parlé de ces problèmes de l'emploi des jeunes, de l'insertion professionnelle, des mesures que le gouvernement sénégalais a prises pour accompagner les jeunes. Et personnellement, j'ai suivi ça avec beaucoup d'attention. Cette problématique est devenue d'autant plus importante que l'évaluation de nos universités passe entre autres par leur capacité à réussir cette insertion. Alors donc, c'est un grand défi pour nous et nous avons ici 3 responsables des universités en fonction et honoraires qui vont nous apporter chacun son expérience. Et avant les discussions, nous allons donc commencer par le professeur Roger Safak Nafoso.
Hier, j'étais à côté de lui. Je ne voyais que défiler des jeunes qui venaient lui dire merci, merci, merci. Et il se présentait, je suis devenu professeur titulaire. Professeur titulaire, je lui ai demandé, mais tu as formé tout ce monde-là? Il m'a dit oui. Voilà, un exemple d'insertion professionnelle. Monsieur le recteur, vous avez la parole. Au Cameroun, il y a des chiffres, j'imagine, qui sont à peu près les mêmes partout. Au Cameroun, 29% à peu près des diplômés d'enseignement supérieur sont au chômage. 29. Ça fait beaucoup. Et ce qu'on observe, c'est que le taux de chômage croît avec, hélas, le diplôme. C'est comme si le meilleur moyen d'être au chômage, c'est d'aller à l'école. C'est quand même effrayant, notre travail. Et les chiffres que nous avons sont assez précis. On voit que, par exemple, les titulaires des BTEX, etc., ont un taux de chômage de l'ordre de 17%. Ceux qui ont la licence, c'est de l'ordre de 15%. Maîtrise DEA, master, 11%, etc. Au chômage. C'est quand même problématique. Si on décompose ces taux de chômage par, on va dire, par filière d'études, là, on a encore des données plus parlantes et plus dérangeantes des fois. On s'aperçoit que les gens qui ont fait, par exemple, des filières de lettres et arts ont un taux de chômage de 40%. 40%, mais lettres et arts. Tandis que ceux qui ont fait, évidemment, des filières comme agriculture, sciences vétérinaires, c'est 20%. C'est élevé, mais c'est quand même 20% et pas 40%. Je pourrais vous donner des détails si vous voulez. Donc, il y a là ce sont des statistiques troublantes. Et quand on enquête, quand on fait des enquêtes sur le terrain, qu'on discute avec ces étudiants-là, pour savoir un peu, est-ce qu'ils sont intéressés par l'entreprise, par le fait de se mettre à leur propre compte, etc. On s'aperçoit que, ben non. Ce qu'ils veulent, c'est être des salariés. Il n'y a pas l'esprit d'entreprise, vous voyez. Ils ne veulent pas créer. Ils veulent être employés. Ça nous interroge, nous qui sommes en charge de ces questions. Si on leur demande, vous voulez créer votre propre entreprise ou bien travailler dans une entreprise, ils disent oui, on veut travailler dans le secteur public, dans le secteur privé surtout et le secteur parapublic. C'est là où il y a les grands salaires. Mais personne ne pense à créer une entreprise. Peut-être que la faute, c'est la nôtre, hein, je ne sais pas. Donc c'est la première leçon. Deuxième leçon que j'en tire, c'est l'orientation de nos enfants. Vous voyez, il y a deux types d'orientation. Il y a une orientation, je pense que c'est un peu comme ça partout, il y a une orientation menée par les conseillers d'orientation, que nous formons dans les écoles dédiées, qui orientent les enfants sur la base de leurs notes. Et à la fin du baccalauréat, leur dit, vous pouvez faire une faculté de lettres, ou une faculté de sciences, une faculté, etc., etc. Il y a cette orientation-là. Mais je pense qu'il est aussi important qu'il y ait une deuxième orientation, et j'observe avec bonheur que pas mal d'universités le font maintenant, la mienne aussi, c'est l'orientation non pas après le bac, mais c'est l'orientation avant l'entrée à l'université. C'est pas pareil. Celle-là est faite vraiment à l'entrée de l'université, où les universitaires expliquent aux étudiants, aux futurs étudiants, exactement ce qu'il y a en faculté de lettres, exactement ce qu'il y a en faculté de sciences, etc. Parce que souvent, les conseillers d'orientation n'ont pas cette différence. Je vous donne un exemple. Pendant longtemps, on croyait que pour aller à l'école polytechnique, il faut avoir un bac scientifique. Mais aujourd'hui, justement, en rentrant bien dans ce qu'on fait dans les écoles polytechniques, au Cameroun, par exemple, le bac A rentre à l'école polytechnique. Pour y faire quoi? Ce qu'on appelle le numérique éducatif. Vous savez, les gens qui font les bandes dessinées avec les ordinateurs, etc. En fait, la background, ce n'est pas les séries scientifiques, c'est les séries littéraires, c'est les séries poétiques, etc. Il faut avoir un esprit un peu artistique, et puis on vous donne des ingrédients donc techniques, numériques, etc. pour faire ce travail. Et ça, ils le font en polytechnique. Mais si on oriente mal l'enfant, il va penser qu'avec un bac A, il ne peut jamais entrer en polytechnique. Donc ça, c'est notre travail à nous de le faire. Tout le monde pense que pour aller en faculté de lettres, il faut avoir qu'un bac A. Mais non, on peut avoir un bac C et entrer en faculté de lettres. C'est en faculté de lettres qu'on apprend la géomatique. Vous voyez, c'est d'automatique appliqué à la géographie. C'est souvent des baccalauréats assez, on va dire, rugueux qui amènent à ça. Donc la question de l'orientation, quand on a un bac et à l'entrée de l'université, c'est un problème que nous essayons de résoudre dans les différentes universités pour bien expliquer aux enfants que, attention, pour faire mine et pétrole, on n'a pas forcément besoin d'aller à la Polytechnique pour le faire. Dans mon université, on fait cette filière en faculté des sciences, par exemple.
des ingénieurs de mines et de pétrole en faculté des sciences et pas à Polytechnique. Donc la question de l'orientation devient extrêmement importante pour régler un certain nombre de problèmes. La troisième leçon, c'est le contenu en enseignement. Quand nous formons les enfants, honnêtement, est-ce que nous, les profs, on se demande à quoi sert ce qu'on leur apprend là? Je me suis souvent demandé, j'ai placé le compte comme vous, en fac, racine carrée de 25. C'est bien. Ça sert à quoi? Je ne sais pas, peut-être que les matheux vont m'expliquer à quoi ça sert. Racine carrée de 25. Pas x plus a égale à y carré, etc. C'est quoi ces formules? Est-ce qu'il n'est pas temps qu'il y ait d'abord une révolution à l'intérieur de nous-mêmes, les enseignants, les profs? Quand on explique des choses aux étudiantes et aux étudiants, peut-être que ce n'est pas tant ce qu'on leur explique que la finalité de ce qu'on leur implique, et de ce qu'on leur explique, qui devrait être notre cheval de bataille. J'ai l'impression que nous ronronnons dans les universités, nous dupliquons, nous racontons des choses qui sont souvent dans des bouquins, mais nous-mêmes, on ne se pose pas la question de savoir, mais c'est quoi la finalité, c'est quoi l'utilité, qu'est-ce que j'enseigne là? À quoi ça va servir à cet étudiant, à cet enfant, pour, je vais y arriver, pour s'insérer dans la vie? C'est un vrai problème et que nous devons adresser. Pourquoi nous devons adresser ce problème? Parce que le défi de l'insertion professionnelle se pose d'abord à nous, les responsables d'université, les enseignants. C'est une statistique qui nous intéresse au plus haut point. Et la manière dont ils s'insèrent diffère selon qu'ils sont issus d'un établissement professionnel, les facs de médecine, les instituts des beaux-arts, etc., ou d'un établissement classique, fac de sciences éco, fac de lettres, etc. Et à l'intérieur des facultés classiques, s'ils sont dans une formation professionnelle ou dans une formation plus générale. C'est pas pareil, l'insertion. Je me suis amusé à regarder un peu ce qui se passe dans mon université. Comment on s'insère. J'ai fait une enquête en 2020-2021 et j'ai bien vu qu'il y a de fortes différences. Les enfants qui sont formés dans l'établissement professionnel s'insèrent assez rapidement. Quelqu'un qui sort d'une IUT, on a fait une enquête, 54% des diplômés de l'IUT de mon université s'insèrent l'année qui suit. Mais c'est la technologie, on va dire que c'est bien. Ceux qui sont de la faculté d'agronomie, 52% s'insèrent l'année qui suit. Ils trouvent un boulot, ils se mettent à leur propre compte, etc. À l'Institut des Beaux-Arts, c'est vraiment, là c'est très fort, le cinéma, l'architecture, tout, 70% s'insèrent tout de suite. Vous voyez, les établissements professionnels, mais si vous rentrez dans les établissements classiques, genre faculté de lettres, faculté de sciences économiques, faculté de, je sais pas, de sciences juridiques et politiques, vous allez rendre compte qu'en général, ils s'insèrent pas bien, je sais pas, c'est pas bon, 28%, en général. Mais si vous entrez dans cette faculté et vous touchez aux formations professionnelles, en sciences éco, par exemple, ce qu'on appelle l'audit, monnaie, banque, des choses comme ça, là, ils s'insèrent assez bien. Chez nous, c'est de l'ordre de 60%. Ils s'insèrent un an après. Dans les facultés généralistes, il vaut mieux dans les facultés généralistes faire des formations professionnelles, ou ce qu'on appelle maintenant formations professionnalisantes. On le voit en faculté de sciences, en faculté de droit et sciences économiques. Mais si vous faites des filières classiques, genre licence en sciences éco, écoutez, c'est bien entendu. Licence en droit, c'est bien. Licence en sciences politiques, c'est très bien. Mais pour vous insérer, c'est très compliqué. Enfin, vous y mettez beaucoup de temps. Dernière leçon, je vais finir par là, Monsieur le Président, c'est la question récurrente, ces temps-ci, de l'université entrepreneuriale. Je crois que tout le monde entend parler de ça. C'est-à-dire une université où on aurait pour objectif de former aujourd'hui les entrepreneurs de demain. Les créateurs d'emplois et non pas les demandeurs d'emplois. Bon. Quand je suis arrivé à l'université, on a mis ça en place. J'ai d'ailleurs un de mes doyens qui est dans la salle, avec qui on a travaillé sur cette question pendant longtemps. Et modestement, la question c'était, une université, est-ce que nous diplômons des gens pour diplômer, ou bien est-ce que, ce qu'on nous reproche souvent, on doit aussi s'intéresser à la manière dont ces gens-là peuvent s'insérer, trouver un emploi, ou créer leur propre emploi, etc. Le défi qui se pose à nous, c'est qu'on ne peut pas simplement être recteur et produire des diplômés. Ça, on sait le faire. Mon université, c'est 300 doctorats chaque année à peu près. Entre 200 et 300 doctorats. C'est très bien. Mais la question, c'est qu'est-ce que je fais de ces gens-là? Comment ils s'insèrent sur le marché? Ou bien, comment je peux contribuer, moi, en tant qu'université, à ce qu'ils s'insèrent au marché? À Tchad, avec les collègues, on a créé 5 outils pour faire ça. 5. D'abord, on a créé un centre d'appui à la technologie et à l'innovation, un CATI, qui est en fait un incubateur. On sélectionne des jeunes de l'université, mais aussi de la région, à l'ouest. Le recteur, il vous a dit que je suis dans l'ouest. Mideke. Donc, on sélectionne des gens sur la base d'un projet, on les incube.
ça dépend, 11 mois ou 7 mois. On leur donne des fonds d'amorçage pour qu'ils créent une entreprise. Deuxième outil, on a créé une fondation pour lever des fonds, faire appel à la générosité publique. Une fondation, Université de Tchang. Troisième outil, j'ai négocié avec la fondation Pierre Castel, que tout le monde connaît, c'est une brasserie, etc., pour créer à Tchang un incubateur, une chaire, Pierre Castel, ce qui a été fait. Là, ça nous permet d'incuber des jeunes, et donc de produire quelques emplois. Et puis, on a créé une entreprise universitaire, tout simplement. Une entreprise dont les actionnaires sont ma communauté. Les étudiants, le personnel enseignant et le personnel enseignant. Une entreprise vraiment universitaire. On a levé comme ça dans un amphi, un jour où j'ai réuni des gens. On a levé, je ne sais plus, c'était 50 millions de capital, quelque chose comme ça. Là, sur place. Et on a mis en place cette entreprise qui a commencé à travailler. Et enfin, on a créé un fonds institutionnel d'appui à la recherche avec pour objectif de financer les recherches, mais des recherches opérationnelles, par établissement, une recherche en sciences éco, une recherche en sciences juridiques, etc. Des bons projets sélectionnés avec une finalité précise. Ce n'est pas seulement de produire des mémoires ou des thèses, etc., mais c'est aussi d'arriver à produire des idées génératrices de revenus, d'emplois et autres. Donc, 5 outils. Entre 2017 et 2022, juste quelques résultats. Avec le CATI, notre incubateur, et la chaire Pierre Castel, nous avons déjà pu créer 114 entreprises. Créer. C'est peu. L'université de Tchang, c'est 30 000 étudiants. 114 entreprises, c'est faible. Mais il faut qu'on se batte. Et imaginons. Est-ce que vous vous rendez compte? Le Cameroun, c'est 11 universités d'État, universités inter-État et 450 universités privées. On peut rêver. Moi, une petite université, j'ai pu créer 114 entreprises. Ces entreprises ont déjà créé 102 emplois directs et 150 emplois saisonniers, parce que beaucoup font dans l'agriculture. Rêvons. Multiplions ça par 10 universités au Cameroun. Est-ce que vous vous rendez compte du nombre d'emplois qu'on aurait créés? Et donc, le rôle de l'université ne serait pas seulement de produire des diplômés, mais ce serait aussi de contribuer à créer des entreprises d'un et à créer des emplois d'eux, avec ce qu'il y a derrière, impôts, richesse, etc. Deuxième résultat, rapidement, avec la fondation que nous avons créée, on a pu lever, en 4 séances de levée de fonds, on a pu lever 250 millions de francs CFA, ce qui a permis à l'université de construire une école doctorale. Construire une école doctorale, avec des salles, des bureaux, des toilettes, etc., visibles et tout, où les thèses se passent, où on enseigne en doctorat, etc. Donc, construire quelque chose de physique, une infrastructure claire à l'université, sur la base de ces fonds, de cette fondation, qui a fait appel à la générosité publique. Donc, c'est quelque chose d'important. Une université entrepreneuriale, il faut bien montrer que vous êtes une université entrepreneuriale. Dernier résultat, nous avons créé une entreprise, je vous ai dit. Cette entreprise, aujourd'hui, travaille énormément. Elle a 400 hectares de terrain, à partir de laquelle elle produit, je ne sais pas, des patates, des pommes de terre, etc., qu'elle vend. Elle a pu créer déjà 100 emplois, en fait 98 emplois directs, sans compter les emplois indirects, etc. Donc, si vous voulez, la question du rôle de l'université dans l'avenir de ces diplômés est une question lancinante. Pendant longtemps, ce n'était pas notre affaire. On disait, l'université, nous produisons des diplômes, c'est notre affaire, recherche, enseignement, et puis au développement, on s'arrête à ça. Aujourd'hui, la société nous interpelle. Oui, vous les produisez, mais qu'est-ce que vous faites de ces gens-là? Comment vous contribuez aussi à ce que ces gens-là puissent, écoutez, trouver une place sur le terrain? Modestement, à Tchang, on a fait ce qu'on a pu faire. Merci. Je rebondirai beaucoup sur les interventions de mon collègue, le professeur Gamble, surtout sur le propos de la décolonisation. Vous allez voir que l'on peut reprocher beaucoup à nos collègues américains, mais c'est eux qui entament vraiment ce vaste mouvement qui aujourd'hui est une lame de fond qui traverse les universités canadiennes, de l'ouest à l'est, en particulier sur nos campus où véritablement les transformations se voient. Pour reprendre une analyse économique chère à nos collègues, j'irai du macro au mezzo en arrivant sur mon exemple, l'UQAM. Donc le macro, nous avons cette question, et le recteur vient de la mentionner, lancinante. Lancinante parce que, depuis maintenant plusieurs années, les universités sont commises à rendre des comptes, ce qui n'était pas le cas il y a quelques années. Il y a quelques années, on formait des étudiants, ils étaient diplômés, grand bien leur fasse, pardonnez-moi l'expression, qu'ils fassent ce qu'ils veulent, à la limite, l'université avait accompli son travail. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Non seulement l'université doit les former, elle doit démontrer que les compétences et les connaissances que nous leur donnons, puis vous avez vu, j'ai utilisé le mot compétence en premier et non connaissance.
Ça, c'est un renversement majeur qui s'opère actuellement dans les systèmes universitaires, quel que soit le pays, quel que soit le continent. On attend de nous que nos étudiants diplômés, que nos personnes étudiantes aient de plus en plus accès à un marché de l'emploi, et c'est bien sûr très noble comme objectif. L'objectif des universités n'est pas de former des chômeurs, mais bel et bien de former des personnes en emploi en lien direct avec leur domaine d'études. Et c'est là qu'il y a, à mon humble avis, un hiatus. Oui, on les forme, on les diplôme, mais souvent, le temps qui est consacré pour trouver un emploi dans leur domaine d'études est quand même relativement long, sauf s'il y a des incitatifs gouvernementaux, j'y reviendrai dans la partie mezzo, ou bien s'il y a également des domaines d'études qui sont aujourd'hui en demande. J'appartiens à ce domaine, mon domaine est les technologies de l'information et en particulier MIS, Management Information System, donc nous sommes dans un domaine où la demande est telle aujourd'hui que nous peinons littéralement. Par contre, nous faisons très attention, bien sûr, à former des personnes qui ont un écosystème permettant une insertion, quel que soit le domaine d'études. Mezzo, je vais peut-être un peu vite, je reviendrai sur le macro, sur l'inadéquation peut-être entre la formation et le marché de l'emploi à travers des exemples. Mais la tension qui s'opère dans les universités fait en sorte que nous sommes davantage aujourd'hui confrontés également à une demande des personnes étudiantes de plus en plus exigeante. Un des points communs qui nous avait beaucoup rapprochés, c'était de voir à quel point les personnes étudiantes aujourd'hui sont exigeantes, demandent également un suivi attentif de la part de leurs professeurs. C'est un élément constant pour lequel nous sommes en train de mettre des mécanismes, non pas de contrôle ou de surveillance, mais bel et bien d'accompagnement. Et cet élément est différent aujourd'hui qu'il n'était il y a quelques années. Dans le domaine, toutes disciplines confondues du marché de l'emploi, les taux de placement que nous observons sont liés à des indicateurs qui sont établis dans notre cas, j'imagine que la structure est parallèle, par des grandes agences. Statistique Canada, l'Institut de la statistique du Québec, établissent des études longitudinales depuis maintenant une vingtaine d'années. Au cours des dernières années, nous observons vraiment un intérêt croissant de la part du gouvernement pour savoir justement combien nous formons et combien nous diplômons. Le vrai problème en réalité, c'est la diplomation, car les étudiants ne poursuivent pas nécessairement leurs études jusqu'à la fin de la diplomation. Et nous l'observons ici aussi à Dakar. Nous avons vraiment des comparaisons, malgré des contextes socio-historiques, politiques, financiers, il va sans dire, d'une différence grande comme le Sahara à toute fin pratique. Mais paradoxalement, ces éléments, on les retrouve et on peut véritablement établir des collaborations. Donc je reviens à ce travail d'analyse qui est fait dans les études longitudinales où l'on observe beaucoup de différences, oui certes selon les disciplines, mais particulièrement selon la région. Donc une université comme la mienne place 80% de ses personnes étudiantes dans sa grande région métropolitaine. Une grande région métropolitaine, on parle d'un contexte de 50 à 100 km maximum. Le Canada est un grand pays, vous le savez. Paradoxalement, ceux qui ne sont pas, entre guillemets, placés sur le marché de l'emploi vont poursuivre leurs études et revenir aux études, allongeant ainsi la durée des études et faisant en sorte que la diplomation ne se termine pas. Si je passe maintenant à la particularité des personnes étudiantes que nous accueillons, notamment celle de Dakar, l'UQAM par exemple, accueille 230 personnes, bon an, mal an, de l'université. Peut-être pas toutes de Cheikh Anta Diop, je tiens à le préciser, nous n'avons pas les données granulaires à cet effet-là, nous pourrions les avoir. Parmi ces personnes étudiantes que nous accueillons, et je reviendrai sur un des commentaires d'un participant qui parlait de la fuite des cerveaux, nous veillons de plus en plus à ce que ces personnes, effectivement, ne restent pas au Québec. Pourquoi ? Précisément pour les raisons mentionnées de fuite des cerveaux, et nous sommes plutôt dans un changement. Un changement qui lui aussi me semble intéressant, qui s'opère dans les ententes bilatérales. Pour pouvoir fonctionner, nous établissons d'emblée des critères en amont avec des équipes de recherche qui font en sorte que ce n'est pas du top-down, mais bien du bottom-up.
Par exemple, l'environnement, secteur crucial, l'agriculture, la culture également, la musique par exemple. Vous seriez surpris de voir à quel point nous avons des étudiants qui sont en musique. Je n'ose parler des courants sociologiques comme effectivement la reconnaissance de certaines primautés. Je pense ici au premier peuple. Je pense également au phénomène de radicalisation que l'on peut voir sur certains campus. Mais tout aspect confondu, nous travaillons beaucoup plus avec des problématiques locales qui viennent alimenter les réflexions du Nord et non pas les réflexions des laboratoires du Nord. Ce n'est pas vrai dans tous les labos, je tiens à le préciser, mais nous observons ces changements-là. La double tension qui s'opère alors, elle prend effet aujourd'hui sur 3 socles. Un, les personnes étudiantes que nous accueillons, nous souhaitons qu'elles aient un cycle de vie et d'intérêt pour leur parcours universitaire et qu'elles puissent également, en fonction de leurs intérêts, trouver des assises et rentrer au pays d'une certaine manière. Je ne pense pas ici au cas de mariage, ils sont fréquents. Hier, j'étais avec la présidente dans l'atelier des femmes entrepreneurs et nous observons véritablement que certains restent, mais beaucoup retournent également. Le deuxième socle sur lequel nous intervenons, ce sont les échanges bilatéraux dans les structures même universitaires. Et là-dessus, vous avez des enjeux majeurs. Nous sommes extrêmement conservateurs. Les universités sont des systèmes conservateurs. Changer ces systèmes-là, que ce soit au nord ou au sud, et les réformes que nous mettons en place rencontrent véritablement des obstacles. Deux exemples parmi tant d'autres pour permettre à nos personnes étudiantes, par exemple, de diplômer plus rapidement. Nous essayons de modifier les structures des programmes. Vous avez déjà essayé, collègues du CAMES, de changer les programmes dans une université? Vaste bataille. C'est la même chose pratiquement au nord et nous faisons très attention à respecter les juridictions, bien sûr, des professeurs-chercheurs qui établissent les critères. Cependant, nous observons que les personnes étudiantes demandent quand même à avoir ce que j'appelle des diplômes professionnalisants. Mais on ne peut pas faire que des diplômes professionnalisants. La théorie en recherche fondamentale demeure nécessaire pour l'avancement des sciences et des sociétés en général. Donc il faut veiller, deuxième pilier, donc ce socle, à cet équilibre très délicat entre des sociétés et des diplômes qui ont quand même une particularité, vous disiez pragmatique, pratique, il est vrai, mais qui ont quand même la capacité de raisonner. Et c'est le troisième socle sur lequel j'interviendrai et pour lequel nous avons un défi majeur. Vous en avez entendu parler comme tout le monde, l'intelligence artificielle bouleverse actuellement des modes d'enseignement, que ce soit la pédagogie, que ce soit les outputs, pardonnez-moi le terme en anglais, mais la sortie, que ce soit également les transformations organisationnelles. Aujourd'hui, nous sommes confrontés à des changements balbutiements, mais qu'on voyait venir, ce n'est pas nouveau, mais qui prennent une importance incroyable. Il ne faut pas tomber dans l'euphorie technophile, oui, tout va changer. Néanmoins, il faut quand même tenir compte aujourd'hui que ces changements vont amener, et ce n'est pas, je le répète, ce n'est pas nouveau, ça fait 20 ans qu'on pense à ces changements-là. Aujourd'hui, ils prennent de l'importance, mais ils étaient déjà présents. De quelle manière nous allons former nos personnes étudiantes? Dans une étude du Forum économique mondial, les économistes et les démographes, parce que ce sont beaucoup les démographes qui font ces analyses, démontrent avec plusieurs variables et indicateurs que 65% des métiers qui seront les nôtres dans à peine 20 ans, aujourd'hui les enfants qui sont à l'école primaire n'étudieront pas les mêmes choses. Donc le fossé qui va s'agrandir entre ce que les étudiants primaires, secondaires font aujourd'hui et le métier qu'ils vont avoir au sortir de leur formation, eh bien, sera totalement en inadéquation. On le sait déjà, les économistes nous alertent, les démographes nous alertent. Que faisons-nous? Nous modernisons nos structures et nous mettons à contribution, bien sûr, ces réflexions. Enfin, un dernier élément sur lequel j'aimerais insister, nous mettons ensemble, et je dis bien ensemble, des mesures d'appui. Je reviens ici sur un commentaire qui a été fait sur l'immigration. Vous l'avez observé, le Canada a durci ses contrôles à l'entrée de manière très importante au cours des 5 dernières années.
Le Québec et d'autres provinces, mais le Québec en particulier, qui a de grandes relations avec les pays d'Afrique, Montréal et l'UQAM avec par exemple l'UQAD, mais avec d'autres universités d'Afrique subsaharienne, ont activement milité pour faire en sorte que les contrôles d'immigration, bien sûr, demeurent, parce que c'est une prérogative fédérale, mais ne créent pas de discrimination. Pourquoi l'Asie serait mieux protégée ou mieux traitée que l'Afrique? Ça n'a aucun sens. Pourquoi les Amériques, l'Amérique latine et centrale, versus d'autres continents? Nous le répétons et nous faisons de grands efforts, et vous avez vraiment des alliés je dirais, en tous les collègues qui travaillent avec les labos, que ce soit à l'UQAM ou ailleurs dans les universités du Québec. Cependant, il faut mettre des mesures concrètes à l'œuvre. Moi, j'en ai mis 3. La première, tous les étudiants du doctorat sont exemptés des bourses, pas des bourses, ils reçoivent une bourse, mais sont aussi exemptés des frais de scolarité majorés. Vous savez que pour un étudiant qui vient étudier au Canada et au Québec en particulier, il y a des tarifications différentes, que ce soit un étudiant québécois, français ou belge, ou tout le reste du monde. Donc dans tout le reste du monde, eh bien vous en faites partie, chères étudiantes et chers étudiants, les tarifs sont 4 à 5 fois plus chers. Donc j'ai mis en œuvre ce qu'on appelle vraiment l'exemption, peu importe le pays duquel l'étudiant est issu. Donc voilà une mesure concrète. Deuxième mesure concrète, toutes les personnes étudiantes, doc, post-doc, se voient attribuer une bourse universelle. Donc ça aussi, c'est l'argent que l'UQAM prend de son budget de fonctionnement pour finalement permettre à ces personnes étudiantes de venir étudier sans avoir le fardeau financier. Bien sûr, si au bout de 2 mois, les travaux ne sont pas faits, et si au bout de la session, la note n'est pas là, la bourse est coupée, il va sans dire, ce n'est pas non plus un séjour de vacances, bien loin de là, au doc. À la maîtrise également, nous avons fait des efforts, et il nous reste bien sûr le niveau du baccalauréat, le premier cycle, qui est beaucoup plus difficile à opérationnaliser. Troisième mesure concrète, nous travaillons en bilatéralité avec nos collègues dans tous les échanges. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que véritablement les contenus, nous essayons d'avoir des contenus qui mènent vers des doubles diplomations. Extrêmement compliqué à mettre en œuvre. On en a beaucoup parlé. Pour ma part, au terme de mon mandat, je suis extrêmement critique maintenant de la bidiplomation, pour diverses raisons qu'on pourrait discuter ensuite, mais c'est quelque chose qui, à mon avis, est une fausse bonne idée et qui ne permet pas l'atteinte des objectifs souhaités initialement. Donc si je résume, nous formons des personnes qui, oui, sont bien destinées à un marché de l'emploi, et ce, pratiquement toutes catégories disciplinaires confondues. L'aide gouvernementale est déterminante. Les plans d'action que les gouvernements mettent en œuvre est fondamental. À charge pour nous de la faire fructifier, et le terme ici est utilisé. Troisième élément, et non le moindre, dans tous les cas de figure, la tension qui s'opère fait en sorte que nous souhaitons accueillir nos personnes étudiantes, les former, mener vers une diplomation la plus courte possible. Pourquoi? Parce que nous voyons bien qu'il y a parfois des délais, mais aussi favoriser le retour. Il y a une très jolie expression qui circule sur les réseaux quand on parle de fuite des cerveaux, on parle de reconnaissance des compétences et retour des compétences, plutôt que de parler de fuite ou de gain brain finalement. Donc j'aime beaucoup cette idée de reconnaissance des compétences. Je répondrai avec grand plaisir à vos questions. Merci. Le premier point, je crois qu'il est spécifique aux universités d'Afrique francophone. Magda et les autres me diront, Harry Gamble, si la même chose est vraie dans leurs pays respectifs. Mais chez nous, il faut comprendre que l'espace universitaire est extrêmement politisé. C'est un enjeu politique. Ça veut dire que c'est très difficile de conquérir le pouvoir si on n'a pas l'université comme allié. Le recteur de Wateni Diallo est là, il me suit. Il a pu voir comment est-ce qu'en 1991, la révolution à Bamako a pu se faire avec l'université. Alors, la conséquence c'est quoi? La conséquence c'est qu'on a beaucoup d'étudiants dont l'objectif primaire c'est pas la diplomation.
L'objectif primaire pour cette catégorie d'étudiants, c'est d'utiliser l'université comme tremplin pour une promotion politique. Parce qu'il y a des étudiants qui ne sont pas diplômés, mais après, à la faveur des changements de régime, qui passent ministres, qui passent dans le personnel, dans l'élite politique et administrative du pays. Donc ça, c'est extrêmement important. Et donc, on ne peut pas l'occulter lorsqu'on parle de gestion des universités. Parce que ça rend extrêmement difficile les réformes au niveau de l'université. Et ce qui me permet d'embrayer sur le deuxième point, c'est-à-dire le financement. L'État finance l'université et ça coûte cher. Parce que l'État paie tout, mais vraiment tout avec un grand T. Je vous ai dit précédemment qu'un étudiant ici qui s'inscrit à mon université, c'est 5 000 francs de droits d'inscription pour toute l'année. Ça n'a pas changé depuis des décennies. Après l'étudiant, alors on a 92 000 étudiants. Après les 30 000 sont logés. Logés, nourris, blanchis. Alors pour les 3 repas, c'est 100 francs à peu près. Ou 150 francs si je me trompe. Les 3 repas. Et si la qualité de la nourriture n'est pas au niveau de l'attente des étudiants, c'est des turbulences. Et c'est des choses qui sont extrêmement difficiles à changer. Et même pour les familles aisées qui pourraient tout à fait payer pour l'éducation de leurs enfants. J'ai eu un collègue économiste qui a fait une analyse d'incidence. Statistiquement, on peut mesurer à peu près les étudiants qui pourraient se prendre en charge, les étudiants provenant des familles qui pourraient payer pour leur éducation, parce qu'on connaît le coût de formation de l'étudiant. Alors le collègue qui s'est livré à cet exercice-là, c'est un économiste, et il a trouvé que 70% des étudiants proviennent des familles qui pourraient les prendre en charge. L'État en général et la société en général considèrent que si on rendait les études payantes, on exclurait beaucoup de pauvres. Mais ce collègue-là a eu des résultats qui prennent le contre-pied de ce postulat. Il a montré que la plupart des pauvres, vraiment pauvres, sont exclus de toute façon de l'enseignement supérieur, pour d'autres raisons. Alors, il y en a qui parviennent à réussir, à percer, mais beaucoup de pauvres sont déjà éjectés du système avant d'arriver à l'université. Et que donc, les gens qui arrivent à l'université et qui bénéficient de la subvention implicite de l'État, pour la plupart, donc à 70%, ils viennent des familles qui auraient pu payer pour leur éducation. Mais encore une fois, c'est un système extrêmement difficile à réformer du fait de la surpolitisation et de la sursyndicalisation des différents acteurs. Et quand je parle des acteurs, je parle des étudiants, je parle des professeurs, mais aussi des personnels d'appui qui peuvent complètement paralyser l'université. Et si l'université est paralysée, les étudiants sont là et c'est les turbulences politiques. Et voilà. Donc ça, c'est deux choses que je voudrais quand même mettre sur la table. Je vais maintenant essayer d'être un peu plus centré sur le sujet. La professionnalisation et l'entrepreneuriat. Alors, en tant que recteur, je dois aussi regarder là les obstacles. Quand il s'agit de certains secteurs, la comptabilité, les technologies, des secteurs où on peut mettre en place des diplômes de formation de courte durée, c'est très facile. Un étudiant en infographie, il se vend bien. Un étudiant en communication digitale, il se vend bien. Mais qu'est-ce qu'on fait d'un étudiant en histoire? Qu'est-ce qu'on fait d'un étudiant en russe? Qu'est-ce qu'on fait d'un étudiant en droit public? Ça, les difficultés. On ne peut pas ramener toutes les formations des universités en formation courte, sinon il faut fermer les universités et créer à la place des instituts de formation professionnelle. L'université, ça a quand même une histoire, ça a un mandat, ça a une mission. Alors, la professionnalisation des étudiants, des formations, ça signifie quoi dans ce contexte? Je crois qu'il faut qu'on pousse la réflexion un peu plus loin. Il y a des domaines où ça va de soi, des domaines où c'est plus difficile. Que faire maintenant pour ces domaines où c'est plus difficile? Moi, par exemple, on a eu récemment une crise à la faculté de droit, parce que les étudiants, on les a mis dans des licences soi-disant professionnelles.
Mais après, à la sortie, ils nous disent, mais on a fait une licence professionnelle, mais qu'est-ce qu'on sait faire avec une licence soi-disant professionnelle? On appelle, à mon avis, et ça nous a amené à d'autres critiques, on appelle ces licences des licences professionnelles, mais ces licences, à mon avis, c'est des licences professionnelles que de nom. Parce que d'abord, il y a un problème. Les professeurs qui sont même chargés de donner des cours, mais ils sont focus, ils mettent l'accent sur les disciplines. Si un professeur de biologie, il enseigne la biologie. Si un professeur de droit, il enseigne le droit. Histoire du droit, il enseigne l'histoire du droit, c'est sa spécialité. Mais vous lui demandez de faire des filières professionnelles, ben, il ne sait pas tout à fait ce que ça signifie. Donc ça, à mon avis, il faut qu'on distingue entre deux choses. Entre la professionnalisation des filières et la professionnalisation des approches pédagogiques. Je vais essayer d'être un peu plus précis. Il y a des choses qu'on ne peut pas changer. Pour moi, un étudiant en anglais, ben, c'est un étudiant en anglais. Un étudiant en biologie, c'est un étudiant en biologie. Un étudiant en mathématiques, c'est un étudiant en mathématiques. Il faut quand même qu'il soit un bon mathématicien. Il faut qu'il soit un bon financier. Mais après, il y a tout un tas d'activités extracurriculaires. À mon avis, qu'il faut développer ce qu'on appelle les soft skills et les digital skills. Il y a les hard skills qu'on ne peut pas gommer. Excusez-moi, je ne sais pas comment est-ce qu'on va le dire en français, en bon français. Il y a les hard skills, parce que les gens oublient une chose. L'entrepreneuriat ne fait pas forcément appel aux hard skills, c'est-à-dire un bon entrepreneur, pas forcément quelqu'un qui est un bon financier. Mais le bon entrepreneur, c'est là où il a des besoins. Le bon entrepreneur, c'est un généraliste. Quelqu'un qui sait utiliser le financier, qui sait utiliser le plombier, qui sait utiliser l'électricien. Vous voyez, pour former un bon entrepreneur, on fait plus appel aux soft skills. Donc je crois que là, c'est une confusion. Parfois, les gens pensent qu'il faut complètement gommer les disciplines et transformer tout le monde en entrepreneur. Ce n'est pas possible. Je ne pense pas que ce soit comme ça. À mon avis, il faut que l'université continue à exercer ses missions primaires, mais de notre côté, il faudra donner aux étudiants d'autres types de qualifications, d'autres types de compétences, et qui vont maintenant s'ajouter aux compétences d'avant. À mon avis, c'est les digital skills. On ne peut plus maintenant être opérationnel tant qu'on n'a pas un minimum de compétences dans le domaine de l'informatique et du multimédia. Mais également, il y a des soft skills. Il faut apprendre aux gens à parler aux gens, à inspirer confiance. Je ne sais pas, il y a en économie ce qu'on appelle le moral economics. Vous voyez, c'est-à-dire qu'il y a un certain nombre d'attitudes qui rassurent et qui font qu'on vous prend au sérieux. Je vais vous raconter juste une anecdote qui va vous faire sourire. J'ai un collègue indien que les économistes connaissent, et que les économistes connaissent très bien. Il est d'un certain âge. Une fois, il a eu un rendez-vous avec le prix Nobel d'économie, Arthur Lewis. Arthur Lewis est un Jamaïcain qui a gagné le prix Nobel d'économie, excusez-moi. Alors, il a enseigné à Princeton, je crois. Alors, notre ami indien a eu rendez-vous avec Arthur Lewis à 10h. À 10h moins 5, il était au rendez-vous. Ici, c'est un gros souci. Vous avez rendez-vous avec quelqu'un à 10h, il va s'amener à 11h, il va dire j'avais des embouteillages, vous voyez. Le bonhomme, un indien, il donne rendez-vous à Arthur Lewis, et à 10h moins 5, il est là. Arthur Lewis, il dit, mais moi je suis surpris. D'habitude, quand je donne rendez-vous à mes étudiants indiens, ils viennent toujours avec beaucoup de retard. Et l'Indien lui répond, parce que ce sont des Indiens d'Inde. Moi, je suis un Indien des États-Unis. Vous voyez, c'est pour vous dire qu'il y a un certain nombre d'attitudes qui sont extrêmement importantes à développer quand on veut faire du business. Parce que le business, c'est surtout et en général une relation de confiance. Vous voyez, ce que je veux dire, c'est que, à mon avis, la professionnalisation ne doit pas signifier que on doit essayer de regarder toutes nos licences, tous nos masters, tous nos doctorats et de les rendre professionnels. Ça, ce ne sera pas possible. Mais de faire en sorte que quelqu'un qui a une maîtrise d'histoire peut avoir l'âme d'un entrepreneur, peut sortir, exercer une activité entrepreneuriale en dehors de sa discipline d'avant. Et moi, ce que je vois au niveau de la fac des lettres, ça me fascine.
Je vois maintenant des étudiants qui viennent me dire, on nous a donné un navire, parce que nous on a des musées, on a 4 musées. On a un musée historique à Gorée, un musée de la mer à Gorée. Il y a des étudiants qui viennent de dire, on a pris un musée qui était utilisé avant, et on a reçu de l'argent pour transformer le musée, et l'a mené au musée, excusez-moi, ce navire, et l'a mené à Gorée. Il y a des étudiants d'histoire qui sont devenus des plongeurs, qui forment les gens dans la plongée sous-marine. Il y a des étudiants en histoire qui sont allés filmer le bateau de Diola. Je ne sais pas si vous connaissez, en 2002, on a eu un accident tragique qui a fait 1800 morts. Et jusqu'à présent, il y a des familles qui veulent qu'on renfloue le bateau. Il y a des étudiants en histoire qui sont allés filmer tout ça et me ramener. J'ai les vidéos. C'est très sensible. Il ne reste plus rien. Il n'y a que des boîtes crâniennes, et c'est des étudiants en histoire qui font ça. Il y a des étudiants en histoire qui parlent maintenant de... on a des objets d'art. On a fait une bagarre terrible pour que les objets d'art qui étaient volés et envoyés en Europe reviennent. Mais il faut les conserver. Il y a toute une technologie autour de ça. Mais il y a des étudiants d'histoire qui pensent à tout ça. Moi, je pense qu'il ne faut pas toujours se dire que quand moi j'ai fait histoire, je dois sortir et exercer en histoire. Moi, j'ai vu des entrepreneurs turcs ici et qui avaient fait des études en sciences politiques et qui sont là, de bons entrepreneurs dans le domaine du génie civil. À mon avis, il faut reconceptualiser cette notion de professionnalisation si on veut que ça soit une réussite. Parce que je pense que depuis un certain temps, on se cherche. Tout le monde parle de professionnalisation, mais on ne sait pas tout à fait comment mettre ça en œuvre. Je voudrais vraiment m'arrêter sur ça, Monsieur le Président. Mon intervention, c'est plutôt des contributions, pas des questions, des contributions. Et donc, le marché du travail est tellement dynamique qu'aujourd'hui, nos universités sont quand même obligées de s'adapter à cette dynamique sur le marché du travail. Et comment s'adapter, à mon sens, c'est sur 2 ou 3 points, notamment sur la question de l'application du système LMD lui-même dans nos universités. Parce qu'on a appliqué un système qui, à mon sens, en tout cas quand je prends le cas de la Côte d'Ivoire, un système pour lequel on ne comprend même pas le fonctionnement du système LMD avant de vouloir l'appliquer. Et donc la question de l'application du système LMD qui amène notamment dans le système la question des compétences dont a parlé Madame. Parce que le système exige qu'on ait des compétences. Donc à la fin, l'étudiant va avoir des compétences et non avoir des connaissances. Voilà. Et donc pour les universités, c'est intéressant dans l'orientation dont vous avez parlé, de mettre l'accent sur les filières pour lesquelles on pourrait, sans oublier les hard skills, mettre l'accent sur les filières pour lesquelles on pourrait avoir des compétences et des filières professionnalisantes à la fin. Donc, mieux orienter les étudiants sur la question. Le deuxième point, c'est sur les innovations qu'il faut apporter dans nos universités. On peut former en histoire, mais comment est-ce qu'avec l'histoire, on arrive à s'insérer sur le marché du travail? Donc, les dirigeants des universités, les recteurs des universités devaient penser en termes de stratégie, en termes de travailler en synergie avec les entreprises pour savoir quels sont les emplois qui seraient demandés, par exemple, demain, dans 3 ans, dans 4 ans, ainsi de suite, à partir de certaines perspectives, pour voir comment est-ce qu'on arrive à insérer les étudiants qui sortent de nos universités. Et puis, sur le dernier point, donc, sur la question de l'entrepreneuriat, effectivement, l'entrepreneuriat n'est pas, en tout cas, quand je prends la Côte d'Ivoire, dans nos cultures. Ce n'est pas dans nos cultures. Avant, à l'école primaire déjà, il y avait des activités de coopératives, des petites activités qui maintenant ont été supprimées. Donc dès le primaire, il faut qu'on puisse insister sur le fait qu'on puisse réussir autre part que aller dans le secteur public. Parce qu'aujourd'hui, quand on prend le marché du travail, le secteur public est très restreint. Il n'y a plus forcément de recrutement qui se font. Et donc, la question, et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de politiques aujourd'hui dans pratiquement tous les pays qui mettent l'accent sur l'entrepreneuriat. Donc, beaucoup, avec l'appui des bailleurs de fonds, beaucoup de ressources dans cette direction. Mais derrière, comment est-ce qu'il faut inculter l'esprit entrepreneurial dès le primaire pour que, quand on arrive à l'université, on puisse être en même avec la formation qu'on a reçue pour arriver à s'insérer. Donc, voici quelques points. Désolé, j'ai été un peu long. Voici sur le côté. Si sortant de l'université, Cheikh Anta Diop, j'étais étudiant de professeur Mbaye. Donc, ensuite, j'ai fait l'ENEA, l'École nationale d'économie appliquée. Donc, je les ai fait même en même temps. Ensuite, j'ai fait le CERDI,
Clermont-Ferrand. Donc, depuis 20 ans, je travaille dans le développement international. Depuis 20 ans. Donc, j'ai fait beaucoup d'organismes et j'ai même appuyé des projets d'employabilité et d'insertion professionnelle. Donc, j'ai beaucoup collaboré avec la coopération canadienne. Aujourd'hui, si je suis présent ici, j'ai été délégué par la coopération canadienne pour venir intervenir. Donc, je voulais juste prendre la parole pour quand même poser une question. Moi, quand je fais tout cela, je fais ce tour, après, quand j'interroge ma vie, ce qui me sert, c'est quoi? C'est les principes économiques. C'est seulement ça qui me sert. Quand je comprends qu'est-ce que c'est que l'économie, qu'est-ce que c'est que la transparence, qu'est-ce que c'est que l'optimum, l'optimisation des ressources, qu'est-ce que c'est que maximiser, minimiser, qu'est-ce que c'est que le coût économique. C'est ça que j'utilise dans le travail. Donc, doit être cette boîte qui donne des connaissances, qui apprend aux jeunes connaissances, mais aussi qui les met dans un processus pour produire des connaissances. Et c'est ça qui doit être sa contribution. Maintenant, il n'y a pas seulement l'université, il y a les autres écoles de formation. Et c'est pour une question. Quelle est vraiment dans la problématique que nous sommes en train d'étudier, quelle est la différence entre l'université, l'école supérieure, l'école d'ingénieur et l'école de formation? C'est juste la question que je voulais poser. Merci. Je suis Madame Fall, docteur en éducation, avec un intérêt particulier pour la transition de l'école aux études supérieures et ensuite au monde du travail. Donc quand je dis l'école, je parle du lycée précisément. Donc je remercie vraiment tous les intervenants, c'était très très intéressant. Et je veux juste revenir sur 2 points. Je sais que le recteur, monsieur le recteur de l'Université du Cameroun et le recteur Mbaye ont beaucoup insisté sur l'équilibre à avoir entre les connaissances et les compétences. Et je voulais insister sur ça pour dire que les compétences du 21e siècle ne sont pas beaucoup enseignées dans nos écoles. Et c'est quelque chose qu'il faut penser à rectifier. Et je pense que l'orientation doit commencer à se faire en fait depuis le lycée. C'est pas arriver à l'université. On perd beaucoup de temps quand on arrive à l'université à essayer de récupérer en tout cas acquérir des compétences qu'on aurait dû acquérir depuis le lycée. Et en termes d'orientation, il y a aussi l'exploration personnelle qui est très importante. Parce que si on ne connaît pas sa personnalité, si on ne sait pas est-ce qu'on est plus introverti, extraverti, est-ce que je veux plus être employeur, employé, évoluer dans le social ou être purement business, ça peut biaiser. Je peux ne pas bien choisir ma formation parce que je ne me connais pas en tant qu'individu. Donc pour ne pas être trop longue, c'est un des points que je voulais souligner. Merci. Permettez-moi de parler un peu parce que ce forum est au cœur de tout ce que nous faisons à l'université. Parce que pour ne pas être traité d'escrocs, parce qu'on forme des gens qui ne trouvent pas d'emploi, c'est comme de l'escroquerie, puisque vous leur prenez d'argent et puis finalement ils ne trouvent pas d'emploi. Et dans ce domaine, il faut que nous mettions beaucoup d'accent sur l'imagination. Parce que à l'université d'Abomey-Caravi, on a eu ce problème où on a commencé par incuber, recruter des gens qu'on envoie dans les communes. Mais on se demande si c'est le rôle de l'université. Maintenant, ce qu'on peut faire, selon moi, c'est effectivement de créer des start-up, des entreprises sous forme de recherche et développement, et après, les vendre. Bon, c'est-à-dire les enseignants, les étudiants peuvent me mettre rationnés dans ces entreprises, et quand ils sont mûrs, on les vend comme l'expérience se fait en Afrique du Sud, par exemple, où les gens créent des entreprises. Parce que pour éviter la mortalité des entreprises, on peut essayer de les mettre là, mais après, il faut les sortir de l'université. Autre chose, c'est par rapport au juriste qui fait la couture, par exemple, ou bien quelqu'un qui s'est inscrit en lettres modernes et qui fait de l'art. Je crois que c'est là où nous devons être vraiment imaginatifs. Dans le domaine de la culture, par exemple, ils ont besoin du droit, ils ont besoin des juristes. Or, dans nos formations, on n'a pas des juristes spécialisés. On n'a pas des juristes agricoles ou des juristes qui s'occupent du secteur de la culture, etc. Celui-là, par exemple, si avec son droit,
et sa culture, il comprend bien le secteur. S'il est par exemple un avocat dans ce domaine, il serait plus compétent que d'autres qui n'auraient pas fait peut-être la culture, etc. C'est là où aussi il faut que nous soyons très imaginatifs. Autre chose, parce qu'il y a certaines choses, quand on nous le dit, on est content, on dit bon, c'est bon. Par exemple, les mathématiques, par exemple, les identités remarquables, les racines carrées, est-ce qu'on en a besoin? On en a besoin parce que c'est notre logique d'abord qu'on forme. Et après, peut-être on ne l'applique pas automatiquement, mais on forme notre logique. Mais cela ne veut pas dire qu'il faut rendre les mathématiques vraiment difficiles pour que quelqu'un qui en a, qui s'inscrit dans une filière, ce soit les mathématiques qui font qu'il échoue alors qu'il ne va pas l'appliquer. Donc, chez nous, on essaie de réfléchir pour dire comment on adapte les programmes de mathématiques pour que ça n'exclue pas certains étudiants. Maintenant, quant à la question du retour des diplômés, ça c'est un vaste programme parce qu'on est parfois dans un dilemme. Et ils viennent dans nos pays, ne trouvent pas d'emploi, ils sont comme des cerveaux gaspillés. Donc, une autre manière de faire, c'est que comme ces pays développés ont généralement des programmes de développement dans nos pays, c'est de les intégrer dans ces programmes de développement comme un premier retour. Et là, quand ils vont rester dans le pays, ils peuvent peut-être faire d'autres choses. Maintenant, il y a Madame, la présidente a dit quelque chose que je n'ai pas compris, parce qu'on est engagé dans le même processus à l'ENEAM aussi, avec les écoles de statistiques françaises, la double diplomation. Vous dites que c'est un faux vrai problème, je n'ai pas compris, donc vous allez nous expliquer un peu ça. Les enseignements au lycée, l'exploration personnelle, oui, c'est très important, mais ça demande aussi un changement de mindset. Hein. C'est-à-dire qu'il faut qu'on arrive, non pas à faire des instituts, des écoles de formation, de développement, comment dire, professionnel, mais des instituts de formation de développement personnel. Je connais un institut en France, l'institut dans Paris, qui a ça dans son fronton. Ici, c'est une école de formation de développement personnel, et non pas de développement professionnel. Madame a raison, je crois qu'on a pas mal de skills, personal skills, qu'il faut développer dans pas mal d'universités pour permettre aux enfants, effectivement, de se connaître eux-mêmes. Bon, le rôle de l'université, je suis d'accord avec Ali, que nous devons rester l'université. Vous savez, nous formons des gens, on pose des licences, des masters, des doctorats, etc. C'est dans le système LMD. Mais nous devons désormais rendre compte à la société qu'il donne beaucoup d'argent. Ici au Sénégal, c'est très important, c'est beaucoup plus qu'au Cameroun. Au Cameroun, le droit d'université, c'est 50 000 francs CFA par an. Quand j'entends qu'ici c'est 5 000, je me dis, oula, on est bien au Sénégal. Chez nous, c'est 50 000. Mais ça fait beaucoup d'argent quand même de subventions. Alors, à un moment donné, la société vous dit, oui, mais vous produisez des chômeurs. Ça nous interpelle en tant que dirigeants. Ça ne peut pas nous laisser indifférents de nous entendre dire dans la rue qu'on produit des chômeurs. J'ai le sentiment qu'on a quand même à se battre un petit peu. Au moins pour donner le sentiment qu'on forme des gens qui, à défaut de ne pas être des chômeurs, ont des compétences qui peuvent leur permettre de s'insérer. Et l'idée d'une spécialisation des filières qui est évoquée est une très bonne chose. On peut être parfaitement avocat des couturiers, hein. On peut être avocat des agriculteurs, on peut être avocat des plein de métiers. Donc la spécialisation, l'hyper-spécialisation peut être une solution. Comme vous avez dit, cher collègue Dagomé Calavi, mais des fois, nous devons faire attention parce que ça crée autant de filières dans les universités et ça crée un monstre, en fait. On ne sait pas trop comment faire. Cher monsieur, la différence entre l'université, l'école supérieure et l'école de formation, c'est la même chose. Dans les universités aujourd'hui, on a des formations qui sont exactement celles qu'on apprend dans les écoles d'ingénieurs. Je vous dis, dans la faculté, je forme des ingénieurs en mine et pétrole. Faculté sciences, hein. Pas polytechnique, mine et pétrole. Simplement, la différence, c'est ce qu'évoquait notre collègue Dagomé Calavi, on paie cher cette formation. Vous voyez, le gars qui rentre en fac de sciences pour faire une licence en biologie, il va payer 50 000 francs CFA. Le gars qui rentre en fac de sciences pour faire une mine et pétrole, il va payer 800 000, par exemple. Et les formateurs ne sont pas les mêmes. Parce qu'elle a fait venir des gens de BP, de ExxonMobil, de pétroliers, des gens qui sont vraiment du pétrole, qui viennent apprendre des choses. Ces gens ne viendraient pas si l'heure de cours c'est 5 000 francs CFA. Ils ne peuvent venir que si l'heure de cours c'est 50 000 francs CFA. Vous voyez? Donc il y a ces enjeux difficiles. Mais tout cela peut être fait à l'intérieur de la même institution. Ce n'est pas un problème sémantique. Hein.
Dans une université, on peut avoir un institut de formation, une école d'ingénieur, une école supérieure, dans la même université. Je suis sûr qu'ici, mon collègue Ali, ici, à Cheikh Anta, il y a plein de choses qu'on sent dans l'université de Cheikh Anta, mais il y a plein de choses à l'intérieur de l'université qui créent ces différences. Pour moi, c'est la même chose, c'est un problème sémantique. Mais c'est le contenu qui importe, à mon avis. Donc voilà, on pourrait discuter longtemps, mais allez, merci. L'UQAM ou les autres universités vont investir énormément de travail à rendre deux programmes compatibles avec des formations qui doivent être vérifiées par le gouvernement. Vous savez que les diplômes sont donnés par l'État. Et donc, il y a énormément de travail en amont pour un résultat final qui, finalement, ne satisfait personne. Donc, j'ai été une fervente partisane, j'ai quand même été directrice de programme pendant 8 ans, etc., etc. Et aujourd'hui, je m'inscris en porte-à-faux parce que je crois que c'est véritablement une fausse bonne idée pour le recrutement, pour les étudiants, pour lesquels l'effort est énorme. Il faut qu'ils aillent 1 an minimum suivre les formations dans un des pays qui est signataire de l'entente, alors que nos formules d'échange permettent aujourd'hui le même résultat. Je reviens sur compétences et connaissances parce que ça a suscité beaucoup de questions, mais je vais ici faire un step back, pardonnez-moi l'anglais. La mission de l'université, elle est triple. Enseigner, d'accord, on en parle beaucoup. Mais la seconde est beaucoup plus importante, c'est faire de la recherche. Qui a parlé de recherche? Personne. Sans recherche, pas d'enseignement. Les deux sont mariés et vont heureusement bien ensemble pour plusieurs années encore. Et ne pas oublier le troisième rôle de l'université, qui est le service à la communauté. En fait, depuis la nuit des temps, depuis le haut Moyen-Âge, et vous le savez parce qu'on parle toujours de Bologne et d'Oxford comme étant les premières universités, on oublie que c'est l'Afrique. En fait, je crois que c'est le Mali et le Niger qui ont fait les premières. Oui, Tombouctou qui a la première université au monde. On l'oublie tout le temps, mais moi je me plais à le dire à mes collègues du Nord. Guys, vous en avez oublié un petit bout dans votre histoire. Quoi qu'il en soit, la mission de la recherche et de la création, parce que je pense à nos artistes créateurs. Je partage le point de vue de mon collègue Ali en disant que l'histoire, mais moi j'aime beaucoup les arts. Et quand un artiste fait une œuvre pour son doctorat qui est vu par des millions de personnes à travers le monde, c'est un doctorat avec cum laude qu'on devrait lui décerner. Il aura eu un impact sur la vie des gens. Donc, il ne faut pas oublier que cette mission triple, c'est le progrès social. Les universités sont des moteurs de progrès social et bien sûr économique. C'est un cycle, l'université. Et on voit bien à quel moment les personnes étudiantes reviennent vers nous en nous rendant ce qu'on leur a modestement enseigné. Et je dis modestement parce que les personnes étudiantes que nous diplômons sont extraordinaires et font vraiment... C'est nos meilleurs ambassadeurs et ambassadrices. Troisième et dernier élément, il n'y a pas de différence, je partage l'avis de mes collègues, université, école d'ingénieurs, peu importe le nom. Au Québec, en tout cas, on n'a pas cette distinction-là, on n'a que des universités. Oui, il y a peut-être des instituts, mais globalement, ce sont des universités. Et là, je vais me permettre une remarque, et vous me pardonnerez l'impertinence, certainement. C'est un système hérité du système français, les écoles d'ingénieurs, les systèmes, oui. Les grandes écoles. Débarrassez-vous-en, oui. Collègues. Faites-le une bonne fois pour toutes. Oh my God, ma nationalité. Est-ce que c'est enregistré et diffusé? Oui. Oh mince alors. Vous n'allez pas la perdre. Internet vous suit partout. Oh my God, ça va être... On va me le dire, on va me le répéter pour les années à venir. J'assume mon propos parce que je pense qu'il n'y a aucune différence. L'important, c'est de voir quel est le besoin. Et je crois fondamentalement à la notion de besoin et aux accords avec l'écosystème. On parle beaucoup de l'entreprise privée. N'oubliez pas qu'il y a des organisations gouvernementales qui ont besoin des personnes étudiantes, des organismes communautaires qui ont besoin des personnes étudiantes. Cet écosystème, il est crucial et c'est vous seul qui pouvez le déterminer en fonction de votre réalité, tout à fait locale. Merci. On peut être un excellent grammairien et être un bon entrepreneur. On peut être un bon historien et être un parfait entrepreneur. On peut avoir étudié la comptabilité et être un piètre entrepreneur. Vous voyez, le leadership fait appel à des attitudes plus qu'à des compétences dures. Le premier président de Côte d'Ivoire, et on peut assimiler un État à une entreprise, mais c'est plus complexe. Le premier président de Côte d'Ivoire, c'était un médecin. Et quand on fait le classement des meilleurs présidents en Afrique, on le met au top.
Le premier président du Sénégal, c'était un poète grammairien. Vous voyez bien, il faut faire attention. Comme je vous l'ai dit, l'entrepreneuriat, ça fait appel à un certain nombre d'attitudes qu'on développe avec les soft skills plus qu'avec les hard skills. C'est ça mon point. Donc, c'est pas parce qu'on doit dire qu'on doit faire de l'entrepreneuriat qu'on dit ok, il faut faire des formations pour ingénierie. Non, 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 non. Ça fait appel à des compétences. C'est pour employer les gens. Et pour illustrer mon propos, je voudrais juste donner 2 anecdotes. La première anecdote, c'est que je travaille avec 2 réseaux. Le premier, c'est le réseau de Wharton, de l'Institut Lauder. Je ne sais pas si vous connaissez. Depuis 10 ans, on contribue à un segment de formation. L'Institut Lauder, il est basé à l'Université de Pennsylvanie. Alors, c'est une collaboration entre l'Institut de gestion Wharton et l'Institut de Liberal Arts. Les étudiants sortent pour être avec un MBA, mais avec un diplôme de sciences sociales ou humaines. Et c'est un institut très sélectif qui est très demandé. Nous, on est impliqués dans ça, on travaille avec eux, on va avoir les prochaines portes prochainement. Mais encore une fois, dans la formation, c'est très général. Les étudiants font des choses dont on a besoin pour la gestion, la comptabilité. Il faut l'histoire, il faut les langues, il faut beaucoup de choses. Et après, ils sont avec comme des managers assez complets quand même, parce que c'est une formation qui est beaucoup. Alors l'autre, c'est ce qu'on appelle le Global Master in Development Practice. On forme là des spécialistes de développement. Et là, on est un réseau dont le secrétariat est basé à Columbia University, on a des grandes universités, on a des universités partout. Mais encore une fois, le focus, c'est les soft skills. On informe les étudiants sur un certain nombre de choses que le dirigeant doit connaître, comment lire un budget, comment lire une balance de paiement, etc. Comment faire son truc. Mais après, l'étudiant, il ne doit pas entrer profondément dans la finance, il sait un tout petit peu de tout pour pouvoir gérer des systèmes complexes. Donc c'est fondamental. Donc ça, c'est les 2 anecdotes que je voulais donner concernant les formations auxquelles je suis familiarisé. Je pourrais en donner d'autres. L'autre exemple que je voulais donner, c'est lié à ma recherche. Au Sénégal, et notre ami Sepak ne me démentirez pas parce que la même chose est observée au Cameroun, les meilleurs entrepreneurs, ce ne sont pas les entrepreneurs, les gens qui ont été formés dans les universités. Les plus grands entrepreneurs, ils ont fait les Dara, c'est-à-dire l'école coranique. Ils ne savent même pas lire en français. Je vous donne des exemples. On a Boka Sambadié, quelqu'un qui contrôle 36% des importations de riz. On est les plus gros mangeurs de riz au monde. J'exagère un peu. On produit presque très peu de fromage. Donc on contrôle les importations. La personne qui contrôle une bonne partie des importations, les gens qui contrôlent, ne sont pas les gens qui sont sortis des écoles d'ingénieurs, c'est des gens qui sont sortis des écoles coraniques, qui ne savent pas lire en français, encore moins en anglais, qui fonctionnent avec le Coran. Ils connaissent le Coran. Donc il faut que les gens comprennent. Pour être un bon manager, on n'a pas besoin d'avoir fait telle ou telle discipline. Continuons. Les gens qui veulent faire sciences politiques, on en a besoin. Les gens qui veulent faire l'histoire, on en a besoin. Moi, en tant que manager de cette université, j'ai reçu des informations que je vais probablement utiliser après. De nos soirées, il m'a appris des choses que je ne connaissais pas et dont j'ai besoin dans mon activité quotidienne de management, de mon institution. Donc le management, encore une fois, ça fait appel à des attitudes, savoir créer des opportunités, savoir saisir des opportunités, gérer des conflits, communiquer avec des gens, trouver de l'argent quelque part. C'est ça qu'on fait. Mais ça, c'est pas parce qu'on a fait des cours de comptabilité, de fiscalité, non. Gérer les conflits. Il faut qu'on se comprenne. Donc la professionnalisation, ça ne dit pas comment l'histoire, comment la grammaire, comment l'université, ça doit permettre aux gens de dialoguer. Et quand il y a eu les attentats, aux États-Unis, dans toutes les universités, on cherchait des gens qui connaissaient l'islam. Mais ils ne sont pas contents. Vous voyez? Donc je crois qu'il faut qu'on se comprenne. Professionnalisation, ça signifie peut-être, à mon avis, ajoutons d'autres types de compétences que ce qu'on a enseigné. Continuons à faire l'histoire, mais après, disons aux historiens que ce n'est pas parce qu'ils ont fait l'histoire qu'ils ne peuvent pas être de bons entrepreneurs ou de bons, et ça ne pas qu'ils ne savent déjà. Maintenant, peut-être qu'il faut trouver des outils pour que ce soit plus présent dans l'information. J'espère que je n'ai pas été long, monsieur le Président. Nous avons eu une très belle discussion et mon impression c'est que le débat est encore intra-universitaire.
parce que les problèmes soulevés par le recteur Mbaye, personnellement, m'amènent à réunir mon corps du personnel enseignant et athos pour réfléchir encore profondément sur ce problème d'insertion professionnelle et de professionnalisation de nos... Les questions posées sont énormes. Nous, on a la chance peut-être d'avoir une petite structure qui naît et qui est en train de s'installer et qui est très professionnelle. Mais nous avons aussi l'université Mariam Gouabi qui est un vaste... Donc, le sujet est encore, à mon avis, à débattre. Et les expériences du Cameroun, du Québec, du Canada, du Mali, et les grandes questions posées par le patron de Cheikh Anta Diop me convainc que nous avons encore beaucoup à faire, de grandes réflexions pour faire de l'université vraiment une université adaptée aux besoins réels de nos populations, pas seulement au niveau national, mais au niveau sous-régional, au niveau régional et voire au niveau mondial, pour nous adapter aux nombreux défis qui ont été énoncés ici. Je vous remercie pour avoir supporté ce fait que nous ayons débordé. Et merci, monsieur le recteur. Merci beaucoup.